Bienvenue dans le podcast qui raconte les sportifs de haut niveau et leur donne la parole. Leur parcours, leur carrière, leur dévouement, cet amour pour leur sport. Découvrez ces championnes d'hier, aujourd'hui et demain avec Women Sport Stories. Pour moi, le sport était une évidence. Moi, j'ai fait partie d'une génération dorée avec cette équipe de France et les Braqueuses. On a écrit une partie de l'histoire du basket français. Ils m'arrêtent dans la rue pour me demander « Ah, c'est vous qui aviez les cheveux bleu, blanc, rouge ?» La vie de femme et de sportif, c'est compliqué. C'est vraiment pas facile. On prend Serena Williams, qui pour moi, c'est un exemple de femme athlète, maman aujourd'hui. Elle revient et là, elle va jusqu'au final. C'est juste pour nous dire c'est possible. Il faut respecter son corps, mais on ne devient pas inapte parce qu'on a accouché. Dans ce premier épisode, je reçois la basketteuse professionnelle Isabelle Yacoubou. Isa nous a parlé de son enfance au Bénin, de son arrivée en France, des nombreux titres gagnés avec l'équipe de France et ses clubs, de son passage en Chine et de sa récente grossesse. Bonne écoute. Isabelle Yacoubou, qui es-tu ? Je suis une basketteuse internationale française, enfin ancienne internationale, à la retraite depuis 2 ans maintenant, d'origine béninoise, une aventurière, un peu globe-trotteuse sur les bords. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours de basketteuse du coup ? Mais le basket est rentré dans ma vie très tôt. J'avais 10 ans, 10-11 ans quand j'ai commencé à pratiquer ce sport. Mais il n'y a qu'à l'âge de 19 ans que je suis devenue professionnelle et de là, c'est un peu long, hein. Mon histoire, elle commence à Tarbes, en 2005, où j'ai atterri 2 ans plus tôt pour me former, donc au centre de formation de Tarbes. Et avec les concours heureux, le fait de me faire naturaliser, tout ça m'ouvre les portes aussi de l'équipe de France. Et avec grand plaisir, je rejoins cette sélection-là en moins de 20 ans. Après, j'ai continué ma formation à Tarbes pendant 8 ans, avant de décider en 2010 de partir pour l'Italie. Et après ça, ça a été une succession de voyages et de clubs, toujours les uns plus prestigieux que les autres, jusqu'à la Chine même, avant de revenir poser mes valises il y a 3 ans, oui, en 2015, en Italie où je suis restée les 3 dernières années. D'accord. Voilà. Ok, quelle aventure. Et du coup, tu disais que tu avais commencé le basket à 10 ans, mais que tu étais devenue pro à 19. Oui. Quand est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse du basket ? Ah, ça a été immédiat. Enfin, j'étais amoureuse du sport en général, on va dire. J'ai commencé par le basket, mais ce n'était pas mon premier sport. J'avais commencé par l'athlétisme. Ensuite, j'ai fait du handball avant d'arriver au basket. Mais pour moi, le sport était une évidence. Je ne savais pas lequel, mais il fallait que je fasse du sport parce qu'en le pratiquant, je me sentais moi-même. Et dans une famille qui n'est pas du tout sportive, ça a été un peu compliqué à le faire comprendre ça, mais j'avais mon père qui me soutenait quand il était encore vivant, donc ça me donnait assez de force pour poursuivre dans cette voie-là. Mais évidemment, il fallait toujours amener les bonnes notes à l'école, c'était la condition pour pouvoir faire du sport, donc je dirais que le basket, je l'ai essayé un jour comme ça, par hasard. Un coach me fait « Allez, viens ». J'étais au handball, il me dit « Viens ». Jouer avec nous. Je dis « Non, le basket, tout le monde me dit que je vais grandir. » Parce que j'étais déjà très grande. Et tu voulais pas être plus grande ? Non, parce que les idées reçues, c'est que quand tu es trop grand, tu trouves pas, voilà, une fille, tu trouves pas de mari. Voilà. Tu rencontres pas un homme, c'est difficile après, donc je voulais pas grandir trop pour pas trouver de mari. Moi, je dis non, le basket, ça va me faire grandir. Il dit écoute, je pense que tu veux déjà une tête de plus que les autres, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu viens, tu essaies, si ça te plaît pas, ben, je te force pas. Donc j'ai accepté, un samedi matin, je joue avec les filles, ça se passe plutôt très très bien. J'apprends très vite en une séance et je vois mes progrès le long de la séance. Du coup, j'ai eu envie de revenir et c'est parti comme ça. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, bon, j'imagine que tu as joué plusieurs années avant d'être pro, à quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier et je peux en faire mon métier ? À quel moment tu as réalisé que tu pouvais vivre de ça en fait ? Vivre de ça, je ne sais pas, mais j'ai réalisé que je voulais me donner une chance. C'était en 2003. Je revenais
le championnat du monde d'athlétisme Sherbrooke au Canada. Et j'avais reçu l'appel de Tarbes parce que j'avais postulé avant pour leur centre de formation. Ils m'avaient refusé une première fois. Mais durant l'été, leur coach a changé. Donc le nouveau coach, qui à l'époque était Pascal Pizin, m'a rappelé. Et je me suis dit qu'il fallait me donner la chance au moins d'essayer, de voir ce que c'est que les centres de formation. Et oui, mais à aucun moment j'aurais pensé devenir vraiment professionnelle parce que c'était tellement loin, c'était un rêve. Et par définition, les rêves, ils sont voilà, inatteignables. Donc pour moi, c'était vraiment dans cette dimension-là. Mais je me suis dit, au moins ça me fait voyager. Je venais en France, je voyais notre culture. Et puis j'allais découvrir ce qui se faisait dans le monde, du basket hors du Bénin. Et comment on passe de Porto Novo, ville du Bénin, à Tarbes, la France J'imagine que tu connaissais Paris, tu connaissais pas forcément Tarbes. Comment t'es passé de ton cocon familial au Bénin à une ville que tu connaissais pas du tout, un pays que tu connais pas du tout au final? Mais Paris, je connaissais pas, je connaissais que par une escale pour aller au Canada, donc je connaissais pas du tout la France, mais je ne pense pas qu'on y réfléchit. Dans le moment, il fallait juste que j'y aille. L'objectif, c'était jouer au basket. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. T'as pas du tout appréhendé le... Oui, bien sûr que j'appréhendais le fait d'être loin de ma famille. Ouais. Pas le fait d'être dans une nouvelle ville, mais le fait qu'eux, ils étaient loin. Que si j'avais besoin, ils ne seraient pas là pour moi. Ouais. C'est plus ça que j'ai appréhendé que de me dire, je suis dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Mais après, je me suis dit, écoute, c'est moi qui l'ai voulu, il faut que j'assume jusqu'au bout parce que ça a été ma décision. Ma mère, au départ, elle n'était pas très d'accord pour que je puisse partir. Donc, je venais de perdre mon père et j'étais l'aînée de ma famille. Et elle ne voulait pas, elle me dit, pour tes petits frères, c'est bien que tu restes. Elle a servi de modèle. Et moi, je voulais absolument partir, donc elle n'était pas d'accord. Donc, j'avoue que j'avais en tête aussi, quelque part, une envie de lui montrer que j'avais fait le bon choix, quelque part, et que même quand c'était difficile, je supportais pour ne pas craquer, en fait. La fierté, quoi. C'est ça. Il fallait que tu restes... Mal placé, mais oui, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, donc, Tarbes, la France. Ensuite, après la France, tu as joué à l'étranger un peu? Un peu, oui. J'ai fait le tour. Ouais, le tour d'Europe. Je pense que je suis peut-être la joueuse qui a le plus tourné. Ouais. Edwige, elle est pas mal, mais en nombre de pays et de clubs, je crois que je la bats. Ouais. J'ai fait l'Italie. Et tu as fait la Chine, déjà. Après, voilà, l'Espagne. Après, je suis partie en Russie, la Turquie, la Chine et l'Italie encore. Ouais. Donc ça fait beaucoup de déménagements. Du coup, les différents déménagements, les différents pays que tu découvres, etc. Tu disais que c'était pas de découvrir une ville, c'était plus d'être loin de ta famille. Mais là, du coup, tu découvres d'autres langues, etc. Comment tu as pu gérer ça, en fait? Mais je pense que du moment où tu franchis un cap de partir de chez toi, quelque part, tu n'es plus chez toi. Donc, partir pour découvrir, pour moi, c'était toujours plus intéressant. Mais après, je ne suis pas partie aussi pour partir. Je suis partie parce que j'ai eu des offres de très grands clubs. Quand tu es à Tarbes et que Skio t'appelle et fait l'Euroleague, tu as 24 ans, à 23 ans, à peine, tu sautes dessus. Ouais, c'est des opportunités au final qui font que... Voilà, en Italie, une saison moyenne. Pas comme j'avais fait en France, MVP, tout ça. Mais en tant que jeune étrangère d'un club, je fais plutôt bien. Et Valence t'appelle avec un projet de gagner l'Euroleague. Tu n'y réfléchis pas à deux fois. Tu sautes dans l'avion. Et ça a été ainsi de suite. Valence se termine, mais moi, j'attendais quelque chose en plus. À l'époque, il y avait un entraîneur pour qui je voulais absolument aller travailler. C'était Pocky Chatman. Et puis, elle était à Moscou. Alors, la ville ne me faisait pas envie, mais je voulais absolument travailler pour cette femme-là. Donc, j'ai tout fait. Mon agent n'était pas forcément d'accord. Il dit, on ne choisit pas une destination pour le coach. Oui. Mais je voulais y aller et j'y suis allée. J'ai vécu mon expérience russe. Bon, 1 an m'a suffi pour me contenter et me rassasier de cette faim-là que j'avais de travailler avec elle. La Russie a été un peu dure
Donc après ça, j'atterris en Turquie parce que j'avais 2 ans de contrat, j'interromps et je me remets sur le marché avec l'appréhension de ne pas trouver de contrat. Et là, c'est le Fenerbahçe qui vient sonner la porte. C'est un grand club. C'est l'un des meilleurs aujourd'hui, pour moi même enfin, peut-être après Ekaterinbourg, la plus structurée. Oui. Au niveau du basket féminin, et on parle de structure, c'est des choses, pas seulement en masse salariale, hein, même tout autour. C'est juste énorme ce qu'ils font. Et pouvoir évoluer là-bas, pour moi, c'était un rêve. Ouais. Et puis aller jouer en Turquie, là où on sait que les matchs, les derbys sont hyper chauds. Dans tous les sports, je crois. C'est ça, dans tous les sports, c'est exactement ça. Ce qu'on voit au foot, on le voit au basket, on le voit au volley, on le voit partout. Et ces matchs-là, Fener-Gala, ça reste pour moi c'est des shows, quoi, c'est des spectacles. C'est même plus du sport. C'est vraiment, on est en représentation et moi j'aime cette ambiance-là, donc j'ai pas hésité une seule fois. Par contre, après la Turquie, j'ai eu une envie de couper. Il y avait mon projet d'adoption au milieu. Ouais. Donc il fallait que je parte au Bénin, que je prenne du temps pour moi. Et ça allait être compliqué de trouver un club en Europe qui allait avec mon projet. Du coup, j'ai décidé d'aller en Chine. Donc pareil, pour découvrir, voir ce qu'elle a proposé, tant au niveau humain, cette Chine-là, qu'au niveau sportif, parce qu'il y a quand même les meilleures Américaines qui y vont, c'est pas pour rien. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le championnat chinois, c'est un championnat qui se joue de septembre à février. De novembre. De novembre, donc c'est un championnat très court. Exactement, et c'est l'hiver. Donc ça te permet de faire ta saison en Chine et puis de pouvoir revenir et enchaîner sur une saison en Europe. Et puis bon, je pense que ceux qui ont suivi ont vu aussi la fin un peu écourtée de mon séjour en Chine, mais qui me permet quelque part de me relancer parce que je reviens finir à Skio, mon premier club, on va dire, en dehors de la France. Et depuis, j'ai implanté mes valises jusqu'à mai 2018. On peut revenir sur la Chine. Qu'est-ce qui, justement, là, comme tu disais, c'est du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais la Chine, c'est très simple. C'est un pays, on va dire, où les droits primaires ne sont pas respectés. Ouais. Moi, j'arrive dans un contexte plutôt très calme au départ. Un club qui est pronostiqué 12e sur 14. Donc, on serait assez vite éliminé. Donc, je ferai mes 4 mois et que je rentrerai chez moi. Seulement qu'on commence le championnat et puis on gagne. Et un match, un deuxième. On tape PK chez nous de Brittney Griner. On tape Mayamour avec Chanty et l'entraîneur Mandelo Lucas. Donc c'est les deux plus gros clubs c'est les deux plus gros, voilà. C'est les deux plus gros depuis toujours. Et on tape les deux chez nous. Ce qui nous met premier de notre conférence. Parce que là-bas, il faut savoir que le pays est tellement grand qu'il y a 2 conférences, le Nord et le Sud. Donc, le Nord, on est premier. On va en play-off. On gagne les quarts de finale. Et en demi-finale, on affronte une équipe militaire. Oui. Les militaires ne sont composés que de Chinoises. C'est-à-dire que tous les autres clubs du championnat ont droit à une étrangère. Mais les clubs militaires, il y en avait 2 dans le championnat, n'en ont pas le droit parce que c'est vraiment que des vrais militaires, mais des Chinoises. Donc la règle, c'est que les matchs qui durent 40 minutes, pendant les 3 premières fractions de 10 minutes, donc les 3 premières 30 minutes, l'étrangère peut jouer, mais la dernière... L'étrangère de l'autre équipe, oui, n'a pas le droit de jouer. Voilà. Donc nous, on joue contre cette équipe-là. On mène d'une douzaine de points. Quand à la fin du 3e quart-temps. Donc au début du 4e, moi je peux plus jouer, j'ai fini mon temps. Oui. Donc les filles doivent gérer juste cette marge-là pour qu'on gagne et rentre à la maison. Seulement que le basket, c'est un sport à suspense pour ceux qui le suivent de près. Et à 0,04 secondes de la fin du match, on est à +2. Il y a une remise latérale pour elle. Elle arrive à faire la remise, à prendre le ballon,
sous le cercle, à pivoter, parce que la fille, elle était dos au panier. Ouais. Elle pivote et elle shoot, et ils accordent le panier. Bon, techniquement, en 0,04 secondes, t'as pas vraiment le temps, de toucher le ballon, que le temps, il est déjà fini. Donc, on a protesté avec une option de regarder la vidéo, qui était possible, mais ils ont refusé. Les arbitres ont refusé, et ils ont envoyé l'équipe en prolongation. En gros, tout devait être fait pour que l'autre équipe gagne. Exactement. Sachant que dans les prolongations, sans moi, pour mon équipe, c'était quand même plus difficile. Oui. Donc l'avance de 12 points qu'on avait, c'est étiolé. Mais les filles ont tenu bon jusqu'à la dernière seconde. Oui. Donc elles refusent de jouer la prolongation. Moi, sur le coup, j'avoue que j'appelle mon traducteur, je dis mais on a le droit de refuser de jouer un match. Oui. Tu peux faire une réclamation, mais refuser de jouer un match, moi, j'ai jamais vu ça. Il me dit, écoute, elles décideront avec le coach, donc ils font une réunion, mais ça a duré un quart d'heure. Hein. Donc, juste après le match. Hein. Oui, mais pendant le match. Oui. Ils étaient là, la table parlait, les joueuses devaient décider avec le coach. Du coup, ils ont décidé de ne pas jouer. La prolongation. Et de porter le résultat du match à la commission de contrôle de la fédération. Donc, on fait les papiers, les filles ne jouent pas, on rentre à l'hôtel, on reçoit accusé-réception de notre plainte. On prend l'avion pour aller jouer le match suivant qui est... je crois qu'on était parti à Shenzhen, donc c'est 4 heures de vol. On arrive, on s'entraîne le soir. Le lendemain, il y a le match. Le matin, on va au shooting. On revient du shooting et là, conférence de presse... avec monsieur en vidéoconférence, qui parle chinois. Et en gros, il nous annonce que l'équipe a été disqualifiée du championnat parce qu'on n'a pas joué le match. À cause du match que vous n'avez pas voulu jouer. Exactement. Dans toute autre réalité, au pire des cas, si tu ne joues pas un match, tu es sanctionné. Tu prends des points de pénalité. Tu peux avoir une amende à payer pour la mauvaise conduite. Mais ça s'arrête là. Mais eux, ils ont été expulsés. Et c'est quelque chose qui nous a tous choqués. Oui. Mais après, moi, mon traducteur, du coup, en off, m'expliquait que c'est parce qu'ils avaient peur de notre équipe. Oui. Parce qu'on a dépassé les espérances et que de toute façon, ils avaient peur qu'on puisse gagner le championnat alors que tout est fait pour que là-bas... Il ne fallait pas que vous bouleversiez Exactement. la hiérarchie. Exactement. Quoi. Donc, on s'est fait jeter du championnat. Les filles ont été envoyées une semaine après en camp militaire. C'est fou, ça. Ouais, où elles s'entraînent avec des militaires tous les jours. Parce qu'elles ont refusé de jouer une prolongation. Exactement. Et 2 d'entre elles qui étaient en équipe nationale ont été sauvées parce qu'il y avait les camps, les rassemblements de l'équipe nationale. Et du coup, moi je suis rentrée en Italie. Quelle étape? L'instabilité, le fait de bouger, etc. En fait, du coup, quand tu es basketteuse professionnelle de haut niveau, ça devient ta normalité au final. Parce que ce qu'on dit, c'est que la normalité, c'est le boulot, d'avoir son boulot, sa maison, etc. Mais du coup, la normalité, elle est redéfinie. Ah non, mais moi, après, je disais que moi, ma vie, je la passe, ma maison, c'est les aéroports. Parce que, en fin de compte, je passais plus de temps à voyager qu'à même travailler. Parce que quand tu comptes le temps que je passe sur les terrains et le temps qu'on passe à voyager, entre les avions, les trains, les bus et qu'on sort, on se rend compte qu'on passe plus de temps en voyage que vraiment à travailler. Donc oui, on a une vie complètement de nomade. Oui. Et tu as joué en équipe de France. Tu disais que tu avais pris ta retraite il y a 2 ans. C'est ça. Tu as notamment fait partie des braqueuses, de l'équipe qui a joué la finale des Jeux Olympiques à Londres. Ça représente quoi l'équipe de France quand on est sportive? Je pense qu'en tout cas, moi, pour mon parcours, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Je pense que l'équipe de France t'offre cette visibilité qu'on n'arrive pas à avoir en club parce qu'elle te permet justement de participer à des événements internationaux comme des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Et des Jeux Olympiques, je dis, mais jusqu'au Bénin, même ceux qui n'ont pas de chaîne payante peuvent suivre les JO. Donc, ou l'entendre parler, ou voient même des matchs, ou certaines disciplines sont transmises. Donc, c'est vraiment l'occasion de toucher vraiment tout le monde entier. Moi, j'ai fait partie d'une génération dorée avec cette équipe de France et les braqueuses. D'écrire l'histoire, parce que c'est ce qu'on a fait. On a écrit une partie de l'histoire du basket français.
Mais en le faisant, on ne le savait pas. On était un groupe de jeunes qui aimions la patrie, qui aimions jouer ensemble. Pas forcément les meilleurs amis du monde, mais on avait à cœur de porter un projet ensemble. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, vraiment. Et vous avez vu le changement, enfin, pour le coup, les braqueuses, les JO de Londres, c'est vraiment Enfin, moi, j'ai l'impression de l'extérieur que le public a découvert le basket féminin, que le public a découvert cette équipe de France. Est-ce que vous avez vu le changement de statut avant JO et après JO de Londres? Bien sûr, parce que déjà, nous, on était braqueuses bien avant. Ouais. On était braqueuses depuis 2009. Parce que ce nom de braqueuse, parce que vous gagnez des exactement, matchs. parce que championnat d'Europe en 2009, sur les 9 matchs qu'on a joués, je crois que on les a tous braqués. Ouais. Dans le sens où on était menés, mais des fois même largement menés à la mi-temps de 10-15 points, et qu'on revenait petit à petit jusqu'à gagner sur le fil, un photo finish, j'ai envie de dire, sur une imagerie de l'athlétisme. Mais oui, cette équipe-là, le public la découvre au jeu, mais c'est depuis 2008 qu'elle s'est reconstruite, avec le départ des grandes Audrey Soré, Sandra Ledréan, Sandra Dijon. Il y a quand même une vague de grandes joueuses qui est partie tout d'un coup. Et nous, on arrive et je me rappelle, Pierre Vincent nous appelait les Marie-Louise. Ouais. Genre voilà, quand on envoyait à la guerre, on n'était personne. Les gens, ils ne savaient pas qui on était. Du coup, en 2009, on arrive, n'ayant pas de nom, mais en travaillant ensemble et en gagnant avec cette chance-là, inouïe. Je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est vraiment le travail. Mais la première fois, on y croit, c'était contre l'Italie. Et on gagne. Ça, c'est le championnat d'Europe. Oui, 2009. Ouais. Et le deuxième match, ça arrive, tu perds, tu te dis, mais on a pu le faire hier, on peut le faire aujourd'hui, allez les filles, on peut y arriver. Et tu regagnes. Et je pense que inconsciemment, tout ça nous a conditionnés à croire même dans le pire des cas. Même dans le pire des matchs. 50 points, vous pouviez gagner. Exactement. À aucun moment, on se disait, on va perdre parce on se disait non, on l'a déjà fait, donc on peut le refaire. Et c'est ça, je pense, qui a construit notre génération, les braqueuses. Alors, il y en a un qu'on a perdu très tôt, mais le cœur des braqueuses est resté. Et c'est voilà, cette équipe-là qu'on retrouve au jeu, mais le travail a commencé bien en amont. Ouais. Mais c'est vrai que c'est au jeu, que c'est les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est une vitrine et que tu touches un public beaucoup plus large. Bien sûr. Tu touches des gens qui ne suivent pas le basket, mais qui suivent l'équipe de France. Exactement. Les JO, c'est des chaînes, c'est sur France 2, France 3, donc exactement. Mais après, moi qui ai suivi votre parcours, vous êtes aussi, au-delà de la performance sportive, en fait, vous êtes une équipe à laquelle tout le monde s'est attaché. Vous chantiez, je me rappelle, vous chantiez à la fin des... Ils s'attachent à toi, pourquoi? Parce que finalement, t'es normal. Des humaines. Je pense qu'on était jeunes et nous, on ne se rendait pas compte. Mais pour nous, c'était déjà, voilà, on kiffait, on était dans notre kiff, on faisait ce qu'on aimait, on était entre copines. Alors oui, il y a des jours, c'est comme des filles, hein, des jours, ça va pas, voilà. Mais on avait un but commun et on s'entendait pour travailler ensemble. Ouais. Et je pense que les gens, ils ont découvert ça, des filles complètement normales qui s'amusaient à faire leur métier et du coup, ils prenaient plaisir à nous voir en prendre autant sur le terrain, en fait, finalement. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres années, c'est que l'exposition médiatique des Jeux fait que le public lambda, pas spécialement en basket, te découvre et voit une facette d'un sport où là, on peut chanter, on rigole, c'est pas très sérieux, pas trop carré, pas enfermé dans une boîte où les gens osent être qui ils sont. Moi, je sais que jusqu'à présent, il y en a qui m'arrêtent dans la rue pour me demander « Ah, c'est vous qui aviez les cheveux bleu, blanc, rouge ?» Voilà, se dire, avec ta personnalité, tu pouvais être qui tu es dans un groupe qui fonctionnait. C'est dans fou, le même groupe. Jeux Olympiques. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est exactement ça. Donc, je pense que ça a permis aux gens de s'approprier un peu cette équipe-là. Voilà. Comment on concilie sa vie de femme et une vie de sportive de haut niveau? Ah, c'est pas moi je suis pas bien placée pour parler de ça. Hein.
La vie de femme et de sportive, c'est compliqué. C'est vraiment pas facile. Déjà de trouver du temps pour soi, de trouver du temps pour sa famille, de trouver du temps pour créer une famille, pour faire des rencontres. Moi qui vous parle, je suis à 2 divorces. Ouais. Donc 2 mariages, 2 divorces. C'est pas évident. Mais je pense que quand on veut, on peut. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Aujourd'hui, oui, j'ai ces histoires-là, mais ça fait partie de moi. Je pense qu'à aucun moment, si c'était à refaire, je referais diversement les choses parce que je suis quelqu'un de passionné aussi. Et je vis comme sur le terrain avec autant de fougue que de ma vie privée. Donc, mais c'est vraiment pas facile de trouver une place à l'autre quand, pour nous, notre travail prend plus de place qu'un travail, en fait. Ça devient notre vie. Et des fois, ça peut être compliqué pour tes conjoints de comprendre que on ne fait pas que travailler, on vit une passion. Ouais. Alors c'est que ça, normalement, il y a la passion, en c'est fait, ça. Quand tu rentres du boulot, ben, le boulot, c'est au boulot. Ouais. Et tu es à la maison, mais chez nous, ça ne s'arrête jamais. Non, ouais, ça ne s'arrête jamais. Et tu rentres, tu regardes des matchs. Exactement. Tu te prépares pour le prochain. Ça, tu ne coupes jamais. Ouais. Donc ça peut être... des fois, ça peut être difficile pour des conjoints, des compagnons de l'accepter, de faire avec. Et aujourd'hui, là, tu mets une pause dans ta carrière, car heureux événement, tu es enceinte, donc félicitations. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'à une époque, il était hors de question pour une... Bon, pour le coup, c'est pour une basketteuse pro de faire une pause pour avoir un enfant ou pour faire le choix de maternité. Et ça a été ton cas, puisque au final, tu as adopté un enfant au moment où tu voulais être mère. Et j'ai l'impression que les choses, elles ont changé aujourd'hui. J'ai le sentiment que les femmes se permettent d'intégrer cette partie-là, de vivre, et d'intégrer ça à leur carrière. Avant, on attendait la fin de carrière pour avoir un enfant. Alors que là, aujourd'hui, Serena Williams, elle a eu un enfant, elle a repris. On a beaucoup de sportifs qui ont repris. Et je pense que les femmes n'osaient pas, de peur de ne pas revenir à leur niveau, de peur de perdre qui elles étaient, leur identité, parce qu'à la fin, quand on fait un métier comme le mien, on ne s'identifie que comme ça. Donc, se dire qu'on fait un enfant et que peut-être qu'on ne reviendra plus à ce niveau-là, c'est quelque part une perte d'identité. Donc, il y a ce déni quelque part dans les femmes. Le fait aussi d'avoir des structures qui ne permettent pas que ces enfants-là soient acceptés, ou que nous, en tant qu'athlètes, on soit acceptés dans un rôle de maman, n'aide pas. Mais je pense que tout ça a changé dernièrement parce qu'il y a eu plein de générations de femmes qui ont fini leur carrière et qui ont voulu avoir des enfants et se rendre compte mais que le corps n'est plus si disposé que ça, que la conception devient plus compliquée, que même si on n'est pas très âgé, le fait d'avoir usé autant le corps fait que des fois c'est plus compliqué de concevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, elles s'autorisent plus de se dire, écoute, je prends un risque, je fais mon bébé, j'essaie de revenir. Si je reviens, tant mieux. Si je ne reviens pas, tant pis. Mais voilà, le cas, on prend Serena Williams, qui pour moi, c'est un exemple de femme athlète, maman aujourd'hui, et qui est revenue au plus haut niveau, même si elle perd en finale cette année, mais quand même, elle revient. Et là, elle va jusqu'au final. C'est juste pour nous dire, c'est possible. Donc, je pense que ça a aussi, moi en tout cas, dans ma tête, ça a pesé. Hein. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, non, si elle a pu le faire, je peux y arriver aussi, exactement, parce qu'on a une référence. Alors qu'avant, il n'y avait pas ces références-là. Avant, les filles tombaient enceintes, mais ça s'arrêtait. Oui, on n'entendait pas un tel sportive a eu un enfant. À moins qu'elle l'a eu très tôt dans sa carrière, genre à 20 ans, comme une Candice Parker, qui l'a eu très très tôt. Sa fille, elle l'a eu à 21 ans. Et qui a pu reprendre derrière. Voilà, qui a pu reprendre derrière. Mais avoir des filles dans la moyenne de l'âge, la trentaine, qui font des enfants et qui reviennent, c'est jamais vu. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de moyens. Tu vois, Serena, par exemple, ils lui ont conçu une tenue qui lui permettait de jouer. Il y a aussi le fait d'avoir des coachs particuliers, les kinés, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une prise en charge qui est, bien sûr, plus
Peut-être parce que justement la conscience est venue que c'est pas parce qu'une femme accouche que sa carrière peut être finie. Exactement. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans le sujet et qui accompagnent justement ces femmes-là qui ont envie de revenir au niveau. Bien sûr qu'il y a des protocoles à respecter, le corps, c'est pas une machine, et après un accouchement, il faut respecter certains délais. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Dan Waters qui revenait de maternité à Valence l'année où j'étais en Espagne. Et c'est pareil, elle m'a dit, moi, j'ai pas eu le droit de courir avant 6 semaines après l'accouchement. Mais après, presque tout normalement. Il faut respecter son corps, mais on ne devient pas inapte parce qu'on a accouché. Ouais. Et ça, c'est des discours que, inconsciemment, je pense que moi, ça m'a fait du bien de les entendre à l'époque, même si à l'époque, je n'étais pas prête à faire un enfant. Mais quand j'ai été décidée, je me suis dit, ces filles-là ont réussi et c'est des filles... Bon, Serena Williams, c'est un rêve, mais bon, Anne Waters, je l'ai côtoyée. Ouais. Elle fait mon métier. Donc, c'est plus concret pour moi de me dire, elle l'a fait en plus à 30 ans passés, elle revient et elle fait peut-être sa meilleure saison aussi à Valence. Donc, ça te donne une idée. Tu te dis, bon, il y a des moyens aujourd'hui, si tu veux revenir, de te remettre au niveau avec des professionnels qui savent mieux encadrer cette situation-là aussi. Ouais. Et là, on parlait de Serena Williams, tu disais que tu es un peu un rôle modèle. Qui est-ce qui t'a inspiré, toi, dans ta vie? Que ce soit sportivement ou pas sportivement, et comment elle t'a inspiré? Bon, je crois que là, c'est la question qu'il ne fallait pas me poser. J'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Je n'ai jamais eu. Et déjà, ça ne fait pas partie de moi, de ma culture de s'identifier à quelqu'un. Parce que depuis que je suis née, ma mère, elle me dit toujours, t'es unique. Tais-toi. Donc, j'ai jamais pu me projeter dans la vie ou de quelqu'un d'autre en me disant j'aimerais être comme telle personne. Mais c'est vrai qu'on voit des femmes comme elle, Serena Williams, à l'époque au basket, Lisa Leslie, que moi j'admirais énormément. Oui. Mais de là à dire qu'elle m'inspirait, peut-être pas. Oui, c'était plus une figure... Oui, que j'admirais. Après, je suis arrivée en France, j'ai connu Polina Tsekova, qui pour moi reste une grande dame du basket. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a eu plein de joueuses comme ça que j'ai vu passer. Edwige Lawson, je l'admirais. À l'époque, elle était à Valenciennes. J'étais en centre de formation, je venais l'avoir joué sa dernière année en France avant de partir pour Samara, je me rappelle. Mais voilà. Mais du coup, ça reste quand même des sportives qui t'ont... Oui, parce que c'est ce à quoi j'avais accès. Ouais. Voilà, j'avais plus accès à ça. J'étais pas trop dans la musique ou dans le cinéma. C'était, voilà, plus dans le sport. Et même là, même pas à outrance, parce que je n'avais aucune culture du monde où je mettais les pieds. Ouais. Je ne m'informais pas spécialement parce que je me disais de toute façon, je suis unique dans mon genre, donc je ne peux que créer mon parcours. Voilà. Et qu'est-ce que le sport t'a apporté? Qu'est-ce que le sport ne m'a pas apporté? C'est plutôt ça la question. Je sais pas. Je pense que sans le sport, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai eu des certitudes avec le sport. Je savais que j'étais capable de faire des choses. Après, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à me canaliser avec les années. J'étais très faux-folle. Ouais. Je le suis toujours. Hein. On ne change pas son trait de caractère, mais je trouve qu'avec les années, je me suis assagie, même si j'ai toujours ce grain de folie, ouais. Je suis beaucoup plus canalisée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup en moi aujourd'hui. Je trouve que le sport m'a amené une ouverture naturelle vers les gens, une tolérance et une ouverture tout simplement de pouvoir m'asseoir avec tout le monde, oui. Peu importe dans quelles conditions. Je n'ai jamais eu à me plaindre, que ce soit dans l'hôtel Palace 5 étoiles ou dans le village au Burundi, à parler à des enfants soldats dans un camp réfugié, franchement. Et je pense que c'est grâce au sport que j'ai pu, je pense. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a des regrets ou des sacrifices sur des décisions qu'on prend, que ce soit de signer dans tel club ou de... Moi, perso, non, parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Ouais.
je me suis jamais sentie forcée de faire quelque chose qui m'allait à moitié. Donc, pas de sacrifice. Non, non, ça, tout ce que j'ai fait, les clubs que j'ai été, c'est parce que je voulais. Alors après, il y a l'expérience russe que je dis qu'aujourd'hui, je dis c'est la moins pire, mais quand je la raconte, je dis mais c'était fabuleux, j'étais juste une princesse là-bas. Tu arrives, tu as un traducteur, un chauffeur, tu vis dans un loft, tu fais du basket, tu t'entraînes une fois par jour. Et tu voyages l'Europe avec la possibilité que ton compagnon te suive partout. Enfin, c'était juste le rêve, juste que moi, à l'époque, ben, la Russie, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je venais d'Espagne, où les gens sont quand même très solaires, et la Russie très froid. Voilà. Donc, je l'avais, l'impact pour moi a été dur, mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était même pas une mauvaise expérience. Le temps était mauvais. Il faisait gris tout le temps, mais à part ça, non. Chaque expérience, en fait, m'apporte quelque chose de différent. Ouais. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, au final, exactement. Du coup, Et même quand elle est mauvaise, elle est constructive. Ouais. Voilà. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction, du coup, en tant que femme athlète de haut niveau? Je pense que ce sera 2016. J'ai réussi, je suis la première femme, maman, à ramener son enfant en équipe de France. D'accord. Dans un stage, équipe de France. Donc, ça veut dire que vous faites un rassemblement équipe de France, donc tous les jeux sont là. Donc, toi, tu as ton fils que préparation pour les jeux. Donc, on venait de passer un mois pour les qualifs. Et je leur ai dit, un mois de qualif, plus 3 semaines de stage, plus encore 3 semaines à Rio, ça aurait été compliqué pour moi de ne pas voir mon fils pendant 2 mois et demi, 3 mois. Donc, j'avais besoin de lui, qu'il soit là. Qu'il soit là à tes côtés sur les déplacements, etc. Oui. Il était avec moi à l'hôtel. Évidemment, pas les moments d'équipe, donc les repas. Je suis allée avec l'équipe, lui, il n'était pas là. Mais tous les moments qui sont en dehors des moments d'équipe, donc les entraînements, les déplacements, les repas, les vidéos, tout ce qui était en dehors de ça, je passais une vie normale avec ta famille. Voilà. Mais c'est quoi quand tu dis que tu es la première? Ça veut dire que ça n'arrive pas parce que la peur que ça déconcentre ou que ça te sorte de ta compétition d'avoir ton enfant avec toi? Je pense que, en tout cas en France, ça a été, quand j'ai posé le problème, ça a été au début, tout le monde a été choqué. Le président de la fédération, personne n'avait jamais demandé. Ouais. Mais pour moi, c'était même pas, à l'époque, c'était même pas négociable parce que je ne me voyais tout simplement pas passer 3 mois sans mon fils. Il commençait à grandir, donc il commençait à comprendre quand je partais plus d'une semaine que c'était long. Ouais. Et il me le faisait payer gentiment quand je revenais à la maison. Donc, et même pour moi, pour ma stabilité émotionnelle, je leur ai expliqué, je dis, s'il n'est pas là, je vais passer mon temps à m'inquiéter pour lui. Et finalement, je ne serai même pas à 100% dans le projet dans lequel on est, alors que l'avoir à côté me rassure, moi, m'épanouit. Je sais qu'il va bien. Et je suis plus sereine aussi pour faire mon boulot. Donc, Mais leur action, c'est la preuve que ce n'est pas quelque chose d'habituel d'avoir... ça, c'est sûr. D'avoir déjà des mamans sportives de niveau maman et qui est leur enfant. Mais après, ça a été une expérience, je pense, en tout cas, le retour que j'ai eu, même de la fédération, ça a été très positif. Tout le monde était satisfait. L'enfant n'a jamais causé un souci. Oui. Moi, je n'ai jamais été enlevée de mes devoirs parce qu'il fallait que j'aille m'occuper de mon fils. Donc, il y a une organisation aussi autour. Hein. Oui. C'est pas fait non plus comme ça. Tu l'as pas imposé au staff, pas du etc. tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, merci d'avoir ouvert la voie. Voilà, je suis très fière de ça. Comment tu imaginais ton avenir quand tu étais petite, quand tu rêvais de ce que tu allais devenir? Tu te voyais comment? Je me voyais riche, plus que je ne suis aujourd'hui. Ouais. Je me voyais en famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu l'idée que grande, j'aurais eu plein d'enfants. Et voilà, vivre dans une grande maison, être entourée. En gros, le fantasme de tout ce que je n'ai pas eu durant ma jeunesse, en fait, quelque part. Ouais. Donc oui, je me voyais comme ça. Dans une grande maison avec beaucoup d'enfants. Et si tu n'avais pas été basketteuse professionnelle? Je
j'aurais fait du sport. Dans tous les cas, tu aurais fait Ah le oui, sport. ah oui. Je ne sais pas C'est lequel. vrai qu'on a mais- failli te voir Non, j'aurais fait du sport. championne de... C'est quoi, t'as fait de l'athlétisme, Ouais, c'est ça? lancer de poids. Ouais. Après, je fais du handball aussi. Donc non, je ne voyais que par le sport. Non, c'est de poids, t'as fait t'as fait de grosses compètes, non? Oui, championnat Avec du monde. l'équipe, J'ai fait 2 championnats du monde. Un des moins de 20 ans et un des moins de 21 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un leitmotiv, une phrase ou une formule qui te booste, que tu te répètes sans cesse? Ben, souvent, je me dis, enfin, quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Donc, c'est vouloir, c'est pouvoir. J'aime bien cette phrase-là. Quand on veut un truc, ben, on est prêt à tout pour l'avoir. À des sacrifices, à se faire mal, à attendre le bon moment. Parce que des fois, on veut que ça arrive tout de suite, mais bon, ça nous apprend aussi la patience. Ouais. Exactement. Donc, j'aime bien dire, ouais, c'est ça. Vouloir, c'est pouvoir. Ouais. Une question un peu particulière. Si tu devais choisir ton tout dernier tir à prendre sur le terrain, ce serait quoi comme tir? De ma vie? Ouais, de ta carrière. Oh là là, un tir qui fait gagner un titre. D'accord, c'est ce qu'on dit en général. C'est vrai? Ouais. Kobe Bryant l'a dit. Ah, bon. Ah non, c'est le rêve. C'est déjà arrivé pour des matchs, mais dire que on est à égalité et tu marques le panier qui fait gagner un titre, je pense que... Ouais. C'est quoi la Ça doit faire quelque sensation chose. de... Qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne justement un titre de championne du monde, d'Europe ou... Ben, j'ai envie de dire, on est heureux parce que on prépare quand même ce moment, on travaille. Les autres aussi, vous allez me dire. Mais on passe tellement de temps à préparer cette échéance, avec les sacrifices, avec les douleurs que ça parce que le sport de haut niveau, on n'en parle pas souvent, mais c'est des douleurs au quotidien. C'est te réveiller le matin et déjà avoir des douleurs, que ce soit musculaire, osseux, enfin dans ton corps te fait mal. Parce que le corps, on dit le sport, ça fait du bien, mais le sport de haut niveau fait mal. Ouais. On n'en parle pas assez, mais c'est la vérité, le sport de haut niveau fait très mal. Donc c'est accepter tous ces sacrifices-là. Des jours où tu n'as pas forcément envie parce qu'il fait gris dehors et que tu aimerais être sous ta couette. Mais non, il faut aller travailler. Donc tu vois tous ces efforts qui défilent devant tes yeux et c'était pour un objectif et finalement tu l'as. Et tu te dis, mais j'ai fait tout ça pour ça en fait. Du coup, c'est Il y a- soulagement. Oui, soulagement, satisfaction, fierté de te dire que tu n'as pas abandonné quand ça a été dur et que tu es allé au fond. Ouais, enfin, je sais pas, c'est au fond de toi-même, au bout du bout, Ouais. pour ramener ce titre-là. Et quel mot tu as pour cette petite fille qui rêve de vivre de son sport, de devenir sportive de haut niveau? Et de vivre de son rêve tout court, déjà, je trouve que c'est un privilège. Aujourd'hui, moi, la seule chose que je peux dire, c'est continuer à rêver. J'y rêvais sans trop y croire, mais quand je vois aujourd'hui, et j'estime que c'est pas encore fini et j'arrive même pas encore à prendre beaucoup de recul parce que je suis encore dedans, mais je me dis, ce rêve-là, il valait vraiment la peine, vraiment. Donc, continue à rêver, Merci. avec plaisir. Dans le prochain épisode, je recevrai la boxeuse Aya Sissoko, que j'ai personnellement découvert grâce au film Dambé la tête haute, qui n'est autre qu'une adaptation de l'ouvrage qu'elle a coécrit. On parlera de son enfance, de boxe évidemment, de ses reconversions en tant qu'auteure et comédienne, et des nombreux combats qu'elle mène au quotidien. À bientôt.